Bonjour Mehdi, bienvenue à nouveau sur donc, ma chaîne Souffle Quantique. Moi je suis Caroline Holodenko et moi ma passion dans la vie c'est vraiment de faire les ponts entre la science et la spiritualité et de donner aux personnes qui me suivent des outils concrets pour vivre l'initiation au quotidien, l'initiation de vraiment intégrer le fait qu'on est beaucoup plus qu'un simple corps physique, mental, émotionnel et qu'on est beaucoup plus vaste que ça. Et nous avons eu la chance donc de nous rencontrer lors d'un stage de l'approche matricielle qui est transmise par le professeur Aziz El Amrani Joutet. Et c'est cette philosophie et cette pratique qui nous réunit parce qu'on a trouvé là un enseignement d'une richesse et totalement innovant qui justement allie science, tradition et philosophie. Et toi, tu es chercheur en neurosciences et tu nous apportes ton regard à la fois de scientifique et aussi avec cette ouverture spirituelle pour mieux intégrer les nouveaux enjeux de ce début du XXe siècle où, comme elle avait dit Malraux, ce siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et là, on est vraiment dans cette crise de conscience qui fait qu'il y a à prendre soin de notre monde intérieur et avoir vraiment la conscience de l'importance de contacter cette présence, ce silence en nous est fondamental eh bien, pour rayonner la paix et toutes les valeurs que l'on souhaite voir émerger dans ce monde. Et je suis vraiment ravie de t'accueillir pour que tu nous partages eh bien, toutes tes compréhensions et tes intégrations magnifiques de cette alliance qui nous tient à cœur, autant à l'un qu'à l'autre, je crois. Merci beaucoup, Caroline. Bonjour à toi, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. C'est un honneur, encore une fois, d'être en ta présence. Excuse-moi, est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, je pense. Oui, alors je disais que c'est un honneur d'être en ta présence et que, effectivement, c'était une belle expérience d'avoir fait ce stage matriciel. Et donc, avec mon regard scientifique, j'ai toujours la passion de faire les liens entre ce que j'étudie en sciences et ce que les traditions nous ont déjà apporté, offert, mais qui nécessite souvent une réactualisation. Alors, la dernière fois, on avait parlé de l'âme un petit peu, on avait effleuré ce sujet-là et je voulais du coup continuer dans la lancée avec toi et parler un peu de ce que c'est que l'âme. Et d'ailleurs, qu'est-ce que toi tu en penses, Caroline? Pour toi, l'âme, c'est quoi du coup? L'âme, ça Qu'est-ce reste que tu dis? un peu mystérieux pour moi. Dans, dans l'approche matricielle, on va parler qu'il y a une seule lumière unique qui ensuite, pour créer les mondes manifestés, on va dire, comme c'est pas se subdivise, c'est très difficile d'avoir un langage linéaire pour expliquer une globalité. Mais moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il y a un niveau informationnel qui est comme une mer d'informations infinies, qui est la source, et qui ensuite commence sous l'effet de l'observateur à faire des vagues qui créent des ondes, qui créent l'espace, on va dire, énergétique. Et cet espace énergétique qui continue à, on va dire, à se boucler, c'est-à-dire vraiment à s'agiter, s'agiter, s'agiter. Et là, ce qu'Aziz appelle l'énergie ou la lumière agitée qui est ondulatoire, va se condenser de telle manière qu'on va avoir une apparence de matière. Et on va appeler ça la lumière condensée. Pour moi, l'image que j'aime bien, c'est avoir l'image que l'information, la source, c'est comme une mer étale, que l'énergie, le côté duel de l'énergie avec ses ondes, c'est comme les vagues de la mer. Et la partie condensée, c'est comme une goutte qui, du coup, peut se croire séparée de l'énergie et de la source. Alors qu'en fait, c'est la même chose. Et donc, Aziz parle des interfaces en fait entre tout ça et que l'âme serait l'interface entre, on va dire, l'énergie et l'information et que c'est comme une membrane et que l'âme, donc, elle est dans cette membrane entre la lumière agitée et ce qu'il appelle la lumière libre, donc la source, et qu'elle peut avoir son regard soit tourné vers la matière
soit son regard tourné vers la source. Et ça change tout. C'est soit on est dans l'horizontalité et dans les variables de cette vie changeante, et on se laisse happer par ces variables de la vie changeante, soit on tourne notre regard vers la source immuable et unique. Et à ce moment-là, eh bien, l'âme nous amène des informations pour que les variables soient fluides, puisqu'on est en contact avec eux. Donc, c'est ça que j'ai compris de l'âme. Mais je laisse la C'est parole. un très, très beau résumé en fait, de ce que c'est que la définition de l'âme, en fait, une interface, comme tu dis, entre la lumière de la source et la lumière dite agitée. Et moi, j'aime bien le voir aussi comme un moule, c'est-à-dire qu'il y a l'esprit ou la source qui va guider le moule et le moule qui va prendre la forme, quand elle va prendre une forme, bah, ça va donner l'aspect psychologique, l'aspect mental agité et donc après la personnalité et ça se condense pour donner l'apparence, comme tu dis, d'un corps. Donc, ça veut dire que l'âme, elle voyage alors et elle a un double regard. Donc, on peut dire que du fait qu'elle a un double regard, elle peut voyager vers la source comme voyager vers la matière. Et du coup, ça nous amène à penser alors, qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes cette âme qui est condensée dans le corps et qui croit qu'il est limité par le corps? Ou est-ce que le corps, c'est juste un vêtement, une apparence qui nous emprisonne et qui fait que du coup, en s'identifiant, en oubliant l'autre regard de notre vastitude, de notre champ, comme tu as dit, c'est un océan, mais moi je dirais même un océan sans rivage. Il n'y a pas de limite. Bah, c'est ce que tu as dit aussi, hein, c'est un océan. Et c'est presque même tellement éternel et infini que c'est notre nature réelle, véritable, notre être. Et l'oublier, c'est s'oublier soi-même, c'est se couper de cet océan et c'est croire qu'on n'est qu'une goutte alors que on provient de l'océan et que nous relier à l'océan, c'est ce qui nous donne justement la capacité de faire face à toutes les épreuves dans la vie, de rester serein quand la mer est agitée, de garder le calme des profondeurs. Mais c'est cette globalité-là, comme tu as dit, l'âme, c'est tout ça en fait. Et il y a ce mouvement aussi dans l'âme. C'est pas quelque chose de. Il y a à la fois une constante et en même temps des variables. Donc c'est ce double regard. Et c'est ça qu'il aime bien dire Aziz souvent, tenir la constante et varier avec les variables. Je pense que ça dit tout sur ce que c'est qui nous sommes et ce que c'est que l'âme d'un point de vue donc matriciel et d'un point de vue même de toutes les traditions et universelles. C'est ce que tout le monde peut faire cette expérience parce que on le fait tout le temps à chaque instant. C'est notre vraie nature. Oui, pour moi, notre vraie nature, c'est vraiment nous souvenir que la vie est au-delà de la naissance et de la mort. Et ce qui, moi, enfin, ce qui, je crois, emmène l'humanité dans vraiment son corps de souffrance, c'est l'identification à cette temporalité, en fait, de l'individu. Et qu'en fait, on n'a aucune maîtrise sur les cycles cosmiques et aucune maîtrise, en fait, sur ce qui se passe à l'extérieur, mais que par contre, on peut vraiment, on va dire, faire le choix de contacter cet espace de paix en nous. Et pour moi, l'amour, c'est le silence, parce que c'est quand la personnalité, justement, s'efface. Et est-ce que tu pourrais, voilà, éventuellement m'en parler un peu plus sur comment tu vois, comment la personnalité peut justement s'effacer alors qu'elle ne peut pas elle-même. Bah, c'est ça tout le paradoxe. Mais en même temps, c'est aussi tout le jeu d'amour derrière. C'est-à-dire que l'âme, elle va voyager pour revenir à sa source. Et donc, c'est par amour qu'elle va vivre la séparation. C'est comme être séparée de sa maman. Mais il y aura toujours cette nostalgie de revenir. Et donc, dans ce mouvement de revenir, c'est comme un appel de la source
qui nous dit « je t'aime, reviens ». Et dans ce sens-là, je pense que l'âme, elle a une phase d'expansion, mais aussi une phase de contraction, les deux à la fois. C'est-à-dire que quand on se dit non, mais moi je veux absolument être dans l'expansion, c'est là où la personnalité agit et c'est là où le jeu l'ego, un autre intervenant dans l'histoire, va prendre la place de l'âme. C'est-à-dire que l'identification à la forme ou au temps, c'est l'ego. C'est-à-dire c'est l'identification à la forme. Mais la forme, qu'est-ce que c'est? Ça peut être des pensées. Je pense, je m'identifie à ce que je pense, je crois que je suis celui qui pense, alors que ça se pense, on va dire, en moi. Enfin, il y a le phénomène de pensée qui surgit. Et que tout surgit, en fait, que ce soit une pensée, une émotion, une parole, ça sort de la source, en fait, de l'essence. Mais croire que la personne en tant qu'ego, c'est-à-dire c'est cette interface en fait entre la lumière agitée et la lumière condensée, c'est-à-dire entre le corps et le mental, ces deux forces vont construire un centre, un pseudo-centre qui va être l'ego. Et c'est ça où on a besoin au départ d'avoir ce cheminement-là, qui est un cheminement où on va après s'être séparé, on va s'identifier à une personne. C'est un peu comme la nostalgie de l'âme. Donc, on va confondre l'âme avec l'ego. On va le restreindre. Mais c'est la forme de l'âme qui est limitée parce qu'on n'arrive pas à se rappeler de notre vastitude qui est illimitée. Donc, ça reflète ce manque. Et alors, du coup, c'est là où, dans cette étape-là évolutive de l'âme, qui est où, après le fait d'avoir le sentiment d'être séparé et d'être un corps isolé, identifié à la matière, il y a une étape où on va ressentir soit de la culpabilité, soit de la fierté. Et ces deux pôles, c'est le jeu même de l'ego qui se renforce à travers ces deux tendances, ces deux pôles qui vont être centrés toujours sur moi, ça m'appartient, ceci est à moi, c'est moi qui pense. C'est la personne, c'est ce masque qui va prendre la place ou faire comme si elle était l'âme. Alors, le double regard va naître lorsque l'on va se rappeler justement de qui on est vraiment. Et le contraste entre ce que l'on n'est pas, c'est-à-dire l'ego, qui est le faux soi, et le vrai soi qui est l'âme, ce jeu-là entre les deux va faire que du coup, on va mieux se connaître et on va apprendre à évoluer comme ça, à monter, si on veut, les échelles dans la connaissance de soi, la connaissance de l'âme. Alors, comment s'effacer? La question même de dire comment s'effacer, qui dit ça et d'où elle vient et c'est qui veut s'effacer. C'est ça. Et ben, c'est ça qui est beau là-dedans aussi. Il y a une beauté, c'est que l'ego, il veut toujours résister dans le sens où c'est la beauté de l'expérience des différences. C'est une belle. C'est-à-dire, Excuse-moi de ouais, t'interrompre, je trouve que ça, c'est une très belle réhabilitation de l'ego, d'apprécier aussi, la beauté des différences. C'est très joli. ben, je pense que l'âme a ce double mouvement où elle va expérimenter la différence, la diversité, et en même temps, comme elle n'a pas de forme du tout, elle est non-forme, elle est hors espace, hors temps, immuable, l'âme dans son unité et dans son unicité, elle est inchangeable, elle est. Et chacun va avoir une résonance qui va être, du coup, qui va résonner avec chaque être, chaque personne, mais elle est impersonnelle. Quand c'est l'âme, c'est pas le je qui prédomine. C'est que la personnalité, la personne s'efface et la globalité dans le sens l'être humain dans sa complétude
réalise qui il est, et c'est ça l'âme. C'est ça la réalisation de soi, c'est ça le savoir, savoir. La connaissance, oui, la connaissance de soi. Quand on dit connais-toi toi-même, tu connaîtras les mondes et les dieux et l'univers. Pourquoi? Parce que c'est tout ça. C'est à travers la diversité et le contraste qu'il y a entre la diversité et ce qui est unique que l'on va apprendre à aimer toutes les différences qui sont changeantes éternellement et ce qui est infiniment grand, infiniment hors espace-temps, qui reste l'être et qui résonne avec chaque personne, avec chaque être. Et c'est là où il y a l'unité qui se réalise, c'est-à-dire on prend conscience que l'autre est une même résonance de lumière, c'est la même lumière libre, mais habillé d'un vêtement différent qui va lui donner une âme, une couleur et une personnalité dans sa forme plus dense, plus grossière, si on veut, et dans la forme la plus subtile. Parce qu'en fait, l'âme, c'est lorsque la personnalité et l'ego s'effacent devant l'absolu, devant la globalité, et elle réalise son infinitude. Alors, c'est vrai qu'on n'a toujours pas répondu à la question comment la personnalité s'efface, mais c'est observer, je dirais. J'aurais dit s'observer, mais si je dis m'observer, c'est l'ego qui peut vouloir observer lui-même. Alors, je vais préférer observer en gardant en fait le calme intérieur. En anglais, il y a un mot qui est beau, c'est stillness. Et still, c'est comme être immobile, comme une pierre en fait. Et il y a cette pierre en nous, c'est peut-être la pierre philosophale, qui sait, c'est la pierre c'est cet état-là minéral ou cet état non changeant qui reste dans une humilité et on ressent ce calme-là au fond de soi. C'est comme le calme des profondeurs dans l'océan où rien ne peut perturber ce calme-là. Et à la surface, on va avoir la vie qui change en permanence. Et donc, contacter cet espace-là, c'est, oui, c'est retourner son regard, mais c'est reprendre conscience de ce calme, ce silence, qu'on oublie beaucoup parce que l'agitation nous distrait. L'agitation du monde, nos pensées, nos émotions. Mais en fait, je me rends compte maintenant que c'est un miroir. Et l'âme, c'est un miroir aussi. C'est-à-dire que l'âme, justement, c'est comme un miroir, mais qui, en fonction de où il est dirigé, si tu le diriges vers la source, il va refléter la lumière. Et donc, tu vas voir plus clairement. Et il faut qu'il soit poli, c'est-à-dire polir le miroir. S'il est sale et que tu auras beau le retourner le regard, tu vas rien voir parce qu'il il est noir. Du coup, il ne va pas refléter la lumière. Il faut qu'il soit transparent. Donc, c'est-à-dire, il y a deux termes que je retiendrai. C'est la transparence au sens d'être sincère avec soi-même. Ah, c'est beau. Être vrai. Être vrai, c'est regarder les choses telles qu'elles sont, sans juger, sans porter même sans fierté. Et ça, c'est pas forcément facile. La culpabilité, on peut dire, oui, ok, je suis pas coupable. Mais même l'ego, il aime bien dire ça, je suis pas coupable. Moi, c'est plus le côté fierté qui me. Il y en a, ils ont plus du mal avec C'est côté culpabilité. C'est-à-dire que j'aime bien me dire, ah oui, mais dites, tu as fait ça. Sauf que du coup, c'est là où tu perds le centre parce que tu crois que c'est toi qui as fait ça alors que c'est ton âme qui a déjà voulu et programmé ça dans le sens où l'âme porte déjà l'information et ce que tu vas vivre, c'est le reflet de ce que l'âme a déjà engrammé en tant qu'information. Et donc, c'est là où on vient à l'hologramme. Qu'est-ce que c'est qu'un hologramme? C'est cette projection
de l'âme. C'est un film que l'on va vivre, qui est la vie, en tant qu'hologramme, c'est-à-dire en tant que... Il y a déjà toute l'information hologramme dans la vie même que l'on vit, qui est celle que l'on vit, telle qu'elle est, mais qui est le reflet de la réalité que l'âme a choisie pour apprendre, pour connaître, se connaître et pour s'aimer. C'est par amour de soi. Donc l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, tout ce qu'on apprend dans le développement personnel rejoint ici la spiritualité qui est la source, qui s'aime elle-même à travers elle-même, par elle-même, et qui va projeter dans le monde toute la diversité pour un retour d'information et un élan d'amour, un respire d'amour et un expire et un inspire. Et c'est ce mouvement-là qui se fait à chaque instant et qui nous fait prendre conscience que tout est déjà là. Mais j'aimerais insister un peu sur... Enfin, ça m'a beaucoup touchée quand tu as parlé de la transparence, parce que c'est une valeur qui est très chère à mon cœur. Et donc, cette transparence, cette authenticité qu'on retrouve dans tous les stages que j'anime ou je co-anime. Et je n'avais pas eu cette compréhension-là, en fait. Mais et effectivement, le non-jugement, toi tu disais c'était la fierté, mais il y a aussi beaucoup le vouloir paraître beaucoup mieux qu'on est et ne pas forcément respecter nos limites humaines, que ce soit, peu importe, de la gourmandise, que ce soit de s'être mis en colère, que ce soit, enfin chacun a ses bugs dans notre imperfection humaine. Et c'est vraiment, en fait, cet amour de soi, c'est vraiment nous accueillir inconditionnellement dans toutes nos imperfections. Et c'est là où moi, il y a une petite différence, enfin, où, je ne sais pas, peut-être, enfin, j'ai envie de réexpliciter, c'est par rapport au développement personnel, où moi aussi, j'ai beaucoup fait, j'ai peut-être même fait une vidéo, devenir la meilleure version de soi-même, ou des choses comme ça. Alors qu'en fait, nous, on va se placer vraiment en dehors de ce champ-là, quelque part, puisqu'on va parler de s'effacer pour laisser passer. Et c'est vraiment, pour moi, un autre chemin, en fait. C'est la différence entre le développement personnel qui est à nouveau centré, on va dire, sur la personnalité qui cherche à s'améliorer et le transpersonnel qui dit je m'efface. Et en fait, je sais qu'en m'effaçant, les meilleures variables extérieures vont venir à moi, variables que je ne connais pas et que je ne cherche pas à influencer, en fait. Moi, je suis plus dans cette vision-là aujourd'hui, après avoir traversé toutes les autres couches. Oui. Je te rejoins là-dessus. Après, je pense que le mot développement personnel, la personne, si on la considère comme étant l'ego, effectivement, développer son ego à un moment donné, ça amène pas, ça amène à l'inverse en fait. On va comme c'est polaire, c'est-à-dire que tu vas vouloir quelque chose et tu vas le développer. Tu vas parfois attirer l'inverse parce que c'est sur l'énergie que tu fonctionnes, alors que la référence par rapport à l'âme, c'est hors énergie. Et c'est-à-dire que c'est pas quelque chose à développer, c'est quelque chose à découvrir. Mais ça dépend du point de vue. C'est-à-dire si tu es focalisé sur ton ego, tu vas penser que c'est un développement, que tu développes. Mais quand tu es centré sur l'âme, là, c'est pas focalisé, centré sur l'âme, là, c'est un développement. C'est une découverte de soi à chaque instant qui, du coup, est dans un processus inverse qui consiste à retirer plutôt qu'à prendre. Ce n'est pas quelque chose que tu vas gagner, c'est au contraire, plus tu perds, plus tu gagnes. Plus tu enlèves, plus tu reçois. Donc, il y a tellement de... En fait, c'est ça, l'ego, c'est quoi? C'est des couches, comme tu as dit, qui vont faire opacité, qui vont empêcher
la transparence, justement, à la lumière. Donc, c'est ça quand je disais polir l'âme. Oui, polir le cœur, polir l'âme, on peut appeler ça le cœur, l'âme. C'est quoi? C'est un miroir, comme un miroir qu'on va nettoyer. Et ce nettoyage-là de soi, enfin de l'ego, en fait, c'est enlever ces couches, comme un oignon où il y a plusieurs couches autour, qu'on va enlever petit à petit. Mais ce n'est pas toi, en tant que personne, qui les enlève. Ça s'enlève. Et c'est ça qui n'est pas évident à comprendre, parce qu'il n'y a rien à comprendre là-dedans, et il n'y a pas d'attente à avoir. Parce que plus tu attends, plus tu es dans la volonté, l'énergie, et ce qui se passe, c'est que tu crées le temps, enfin tu crées. Il y a le temps qui s'allonge en fait. Au fur et à mesure que tu attends, bah, tu vas attendre et tu vas développer jusqu'à ce que tu vas te rendre compte que à la fin, tu n'es pas satisfait parce que tu as toujours un manque. C'est quoi ce manque? C'est l'océan. C'est la grandeur de l'océan. C'est la petite goutte qui veut juste revenir à l'océan et qui a besoin de se diluer dans l'océan. Et c'est ça, effacer sa personne. C'est pas être une petite goutte qui veut recevoir plein d'autres gouttes pour faire un océan, mais dans le vide, quoi. La petite goutte, elle doit juste apprendre à revenir à tomber dans l'eau, mais tomber dans le bon sens, c'est-à-dire avec humilité, avec dignité même. C'est retrouver sa vraie valeur, sa source. C'est-à-dire la goutte d'eau, elle vient de l'océan. Elle ne va pas prétendre être l'océan, elle toute seule, la petite goutte d'eau, infinitésimale comparée à l'océan. Donc, retrouver le calme et être transparent, sincère avec soi-même, je pense que c'est une clé. Aujourd'hui, je pense que c'est la clé, je pense, de ce cheminement. Oui, ceci dit, nous avons l'un et l'autre, on va dire, des pratiques quotidiennes qui sont, on va dire, l'intégration dans la matière, dans notre personnalité, de ce choix réitéré de tourner notre regard vers la source avant de commencer nos journées ou avant de nous endormir. Et l'approche matricielle nous offre vraiment des pratiques avec des sons qui contribuent à maintenir ce double regard au cours de toutes les sollicitations que nous pouvons avoir dans la journée. Est-ce que tu pourrais moi j'ai déjà partagé tout ce que ça a pu m'apporter, tout ce que ça apporte aux personnes à qui je les transmets, mais toi qui es assez récent en fait dans cette découverte de cette approche, Oui. qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Ben, en fait, la première fois que j'ai entendu parler de sons védiques à prononcer et à répéter, je me suis dit, je vois pas l'intérêt. Mais il n'y a pas de connaissance sans pratique. Et parfois, on a des préjugés sur certaines choses. Et donc, la pratique, je me suis dit, en tant que scientifique, je vais pratiquer, voir et faire l'expérience. Et il est vrai qu'il y a des sons, on ne sait pas ce que ça veut dire, on n'a pas justement, comme il n'y a pas de sens signifié, signifiant, le mental, il n'est pas sollicité. Et l'expérience que j'ai eue la première fois que je l'ai fait, ça a été instantané. J'ai senti comme si je me remettais droit. J'ai ressenti la rectitude en moi se manifester. Et là, justement, ce calme-là qui a surgi. Et je me suis dit, ah, mais c'est ça. Le problème, c'est qu'après, l'ego, il revient. Et tu refais la pratique et tu as une attente. Et là, tu te dis, bah, je veux avoir la même chose que j'ai eue la première fois. Et donc, il se passe des semaines et des semaines de pratique où parfois on sent quelque chose, parfois on ne sent rien, parfois il y a juste une agitation, parfois ça passe vite, parfois c'est long. C'est 20 minutes hein, de répétition d'un mantra qui est personnel, mais qui est
un son qui va réveiller et résonner avec l'âme, avec la vastitude. Justement, le son, il a cette propriété euh, de vibrer, et c'est des sons qui sont, on dit, primordiaux, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment résonner avec la géométrie sacrée, avec l'âme, et avec même l'ADN. On sait que l'ADN, il va se structurer, résonner, vibrer, même l'eau, en fonction du son, du type de vibration et de l'information qu'il y a dans le son. Ça va donner une vibration, une fréquence d'amour, de calme, de bienveillance, de bien-être, de paix. Donc, les sons sont des outils magnifiques dans ce sens-là. Et alors, du coup, à un moment donné, je me rappelle, j'ai refait l'expérience, c'était peut-être 2 mois après. Et là, c'était sans attente, du coup. J'avais tellement attendu, que là, du coup, je me suis dit, bon, c'est bon, enfin, c'était venu spontanément, je n'ai pas attendu quoi que ce soit. Et là, j'ai senti comme la connexion, en fait, à l'âme qui s'est manifestée. J'ai eu quelques larmes aussi. Donc, il y a c'est-à-dire les larmes aussi, ça évacue justement, ça fait partie de l'effacement de la personne. C'est ce retour à l'eau, à la source. Donc, il y a une élimination de ce qui n'est plus utile, donc des mémoires qu'on a gardées. Et c'est magnifique, c'est-à-dire qu'on ressent vraiment cette vastitude. Il n'y a pas d'autre mot. Et le mental devient clair, limpide. C'est-à-dire que on n'est plus en train de penser à ce qu'on va faire ou ce qu'on aimerait faire ou ce qu'on aurait dû faire, mais la chose à faire surgit spontanément. On sait ce qu'on a à faire en fait. Ça devient clair. Tiens, ça c'est pas utile, ça c'est utile. Du coup, le temps s'accélère dans le sens, c'est subjectivement. Hein. C'est-à-dire le temps, c'est pas le temps chronologique, c'est le temps de l'âme justement, le temps vécu intérieurement s'accélère. Il n'est pas aussi lent et aussi douloureux, souffrant comme on pourrait le vivre. Il s'accélère et du coup tout devient facile. C'est-à-dire qu'on vibre avec l'instant. Et donc l'action se pose spontanément, instantanément, de manière limpide, c'est-à-dire même intelligente. C'est très raisonné. Raisonnablement, tu sais que c'est ce qu'il faut que tu fasses et que c'est bon pour ton calme intérieur, pour cultiver, pour t'épanouir, pour tout ça. Et donc voilà l'expérience que j'ai eue depuis, oui, ça fait 8 mois, je crois. Alors il y a des jours où je pratiquais pas forcément parce que j'avais une forme de résistance, mais ça fait partie de l'acceptabilité, du processus d'intégration. Mais il est clair que au moment où il y a cette expérience-là du son, c'est quelque chose qui est gravé dans l'âme. C'est une initiation, il y a un avant, un après. Voilà, il y a un avant, un après. Exactement. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est quand même c'est une voie rapide. Oui, alors après, il faut faire attention à ne pas croire que Oui. l'outil, ça reste un outil, c'est-à-dire que il y a toujours un travail à faire sur soi. Ce n'est pas juste l'outil qui va faire que je vais atteindre je ne sais pas quoi. Non, simplement, ça reconnecte. Ça remet dans la rectitude, ça veut dire ça recentre. Moi, je dirais ça recentre et ça remet droit. On sait tout de suite ce qui est juste ou pas de faire. Et l'autre aspect que je voulais dire, c'est qu'en fait, ça reste des outils, c'est-à-dire que ça va pas, c'est-à-dire que l'aspect grâce, si on veut, il n'y a pas de technique. L'aspect unité, unicité, où l'âme devient complète, elle retrouve sa valeur universelle, sa source, il n'y a pas de technique. Par contre, la base, ça va être justement d'avoir des outils
Et ces outils-là sont extrêmement, je trouve, utiles et magnifiques. Il y a plein d'autres voies, justement. Ça, c'est, je pense, ces outils-là, c'est une voie sans voie, dans le sens où le but, c'est pas de cheminer dans une voie pour atteindre quelque chose, puisque du coup, on veut éliminer l'attente, on veut éliminer le fait d'avoir besoin d'atteindre quelque chose. Donc, c'est un outil en ce sens-là pour se recentrer, mais après, il n'y a pas de technique. C'est le bon vouloir de ton âme. Si c'est dans ton âme et que ton âme l'a voulu, ça va se faire. Et tout ce qui se fait parce qu'elle a sa raison d'être. C'est-à-dire, l'âme, elle sait ce qu'elle fait. Justement, pour moi, l'âme, c'est même synonyme de l'intelligence cosmique. C'est très connecté à l'esprit universel au sens... c'est relié. Donc, elle ne se trompe pas, puisqu'elle a toutes les informations. Donc, elle sait le moment où ce sera opportun, avec technique ou pas technique, pour se manifester, pour que la globalité, elle se manifeste. C'est pas je cherche que... Il n'y a pas de jeu, quoi. Le jeu J-E. Après, il y a un jeu, oui, G-E-U. Il y a un jeu cosmique. Ça. Ça, oui. Et donc, moi, c'est dont j'ai profondément conscience quand je fais des vidéos comme en ce moment ou quand je suis seule, enfin, peu importe, quand je parle seule ou à plusieurs, on va dire, c'est qu'il y a ce qui se dit et il y a surtout ce qui se vibre, en fait. Et à partir de quel espace on parle. Et j'ai beaucoup aimé, enfin aussi ce qu'a dit, enfin, où Aziz a éveillé mon regard sur le fait que une information, avant d'être acceptée, elle a besoin que des récepteurs physiologiques, physiques soient développés. Et que si on prend l'exemple du stress, moi ce que j'aime bien partager maintenant, c'est que le stress, il n'a rien de psychologique, il est physiologique. Les cellules ont pris l'habitude d'un carburant, qui est un carburant avec de l'adrénaline, et c'est dans les cellules. Et pour moi, le fait d'interviewer, le fait de partager sur YouTube, c'est vraiment petit à petit d'ouvrir nos récepteurs subtils à la transcendance. Et déjà que le mental puisse en avoir conscience, qu'il puisse se dire ah ouais, c'est possible, ah ouais, ça existe. Et parce qu'on dit je crois que ce que je vois, alors en fait que non, c'est dans l'autre sens, et je vois que ce que je crois. Donc en vidéo, on ne peut pas proposer une expérience, on ne peut pas proposer une initiation, parce que ça, c'est vraiment pour moi de la transmission directe en présentiel. Mais par contre, on peut donner envie d'aller justement toucher l'expérience. Oui, et puis ces récepteurs dont tu parles, ils ne sont pas que subtils, hein, ils sont physiologiques. Oui. C'est-à-dire que vraiment, même le cerveau, il fonctionne comme ça. C'est à un moment donné, plus il va recevoir, il est habitué à une certaine dose d'hormones, enfin une dose extérieure d'adrénaline, etc. Il va développer plein de récepteurs à ça. Et donc, le stress, ou même, je dirais, le manque, va être généré par le fait que ces récepteurs-là, ils ont été habitués à une certaine consommation, à une certaine stimulation qui n'est plus apportée. Donc, ils vont se dire, ils vont être à la surface d'une membrane et ils vont être en attente de cette énergie. Or, ce qui se passe, c'est que justement, il y a un laps de temps où justement, s'il n'y a pas cette consommation qui revient, les récepteurs vont être dérégulés et vont retourner, et des nouveaux récepteurs vont pouvoir aussi se fabriquer. Donc, c'est très flexible. Et ces récepteurs sont physiologiques.
C'est-à-dire que tout ce qu'on consomme, que ce soit même les médicaments, machin, c'est parce que c'est déjà physiologique. On a déjà ces choses-là en nous et que ça ne demande qu'à être activé, comme tu dis, si on le vibre. Donc la vibration va matérialiser un récepteur. Mais le récepteur, ce n'est que l'information hologrammique qui est manifestée au niveau d'une membrane. Mais l'information de base, elle est déjà en nous. On a déjà toute l'information. Voilà. Donc, c'est vrai que ça demande à y croire aussi. Ouais. Mais attention, une croyance qui va être changeante à chaque instant, qui ne va pas rester figée sur je crois dur comme fer que c'est comme ça. Non, une croyance qui est fluide, qui épouse l'instant. À chaque instant, je me dis, voilà, c'est presque même, on pourrait dire, la foi, dans son sens noble et véritable. Et ce que l'on va vivre va être ce reflet-là. Comme tu dis, on va voir justement ce qu'on croit au fond de nous. Si je crois que ce n'est pas possible, je vais voir que ce n'est pas possible. Mais je pense que c'est même au-delà de la croyance, parce que le mot croyance est un peu maintenant mal utilisé parfois. J'aime beaucoup quand Aziz dit aussi qu'il n'y a aucune vérité dans ce monde. Et en fait, pour moi, il y a... Et ce qu'il nous dit, c'est mais choisissez les croyances qui vous font du bien. Et ça, c'est d'une simplicité extraordinaire. En fait, c'est je choisis la croyance qui est en résonance avec la vibration qui me fait du bien dans l'instant et qui peut tout à fait être différente demain. Et c'est ça, c'est vraiment choisir d'épouser la croyance qui fait du bien. On le sait au fond, quand ça vibre et que dans l'instant, et qu'on sent que c'est vrai. Au fond de soi, on sait. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Mais il n'y a pas de vérité dans le sens où il n'y a pas... c'est pas figé, il n'y a pas... c'est comme ça. Et dans le monde, tout change. Donc forcément, il n'y a pas de vérité dans le monde, puisque le monde est par nature changeant. La seule vérité, si on peut dire, du monde qu'il y a, c'est qu'elle change tout le temps. Elle est impermanente. Donc oui, il y a une vérité, mais elle n'est pas dans le monde au sens... parce que chaque variable, si tu t'attaches à une forme, juste après, elle disparaît. Même ce que nous, on croit que l'on est, l'instant d'après, on n'est pas le même. Hein. Et donc, alors, ontologiquement parlant, ce que l'on est, c'est le même, mais en tant que forme, en tant que personne, parce qu'on reste quand même une personne, hein, même si elle s'efface, elle reste en surface. Ça reste notre surface. Elle est toujours présente quelque part. Sauf que cette personne, elle va se fluidifier petit à petit, mais justement parce qu'on ne va plus avoir la croyance figée qu'on n'est que ça. Et c'est ça qui fait que du coup, on n'arrive pas à se déconditionner. Ça vient des fausses croyances qu'on a sur nous-mêmes et qu'on projette sur notre être. On dit « je suis cela ». Oui, tu es cela au sens ce qui est immuable. Mais tu n'es pas cela au sens la variable qui varie tout le temps. Tu ne peux pas être un corps. Tu ne peux pas dire « je suis ce corps », le corps il change tout le temps. Donc ça veut dire que tu peux observer que ce corps change. Donc tu es observateur. Donc tu n'es pas le corps, parce que le corps, si tu étais ce corps-là, il ne changerait pas dans le sens. Mais cette illusion de croire qu'on n'est que ce corps, elle cristallise justement cette croyance que les choses vont durer, alors que rien ne dure. Oui, et dans cette vision impersonnelle, ça se pense en nous que ce corps que je suis ce corps. Et donc, c'est une croyance qui est partagée par l'ensemble de l'humanité. Et vraiment, quand on entre dans cette vision impersonnelle,
C'est vraiment pour moi le cadeau de se souvenir que tout ce que nous pouvons vivre comme dysfonctionnement de manière individuelle sont en fait juste le reflet d'un dysfonctionnement collectif et que l'âme que je suis a choisi de faire sa part de colibri en scoltinant cette particularité disharmonieuse du corps de souffrance de l'humanité, parce qu'elle a la capacité, les moyens de la transmuter, c'est-à-dire de l'accueillir Ouais. pleinement. Mais je pense que l'être humain, il est comme ça. Il faut qu'il voit en face de lui pour qu'il prenne conscience. Donc en fait, à un moment donné, même ça s'inverse. C'est-à-dire l'âme, c'est pas à l'intérieur, ça devient à l'extérieur aussi. Tout est à l'intérieur, mais l'âme devient, en fait, quand on vibre avec l'âme, quand on est dans cet espace hors espace, on voit que tout ce que l'on perçoit, c'est le reflet de l'âme. Donc, la Terre, l'humanité, a eu besoin et a besoin d'extérioriser cette inconscience. Donc, il y a une forme d'inconscience collective, mais justement, si elle est là et si elle monte à la surface, c'est pour qu'elle puisse en prendre conscience et par ce regard sur les choses, il y a une évolution de l'âme qui va monter une échelle de conscience collective qui va être plus, espérons-le, plus harmonieuse. Mais ça passe par cette extériorisation. Il faut que ça soit explicité en face de nous. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe à chaque instant. Chaque événement que l'on vit, il est en face de nous pour qu'on en prenne conscience. Et c'est le jeu même de la vie. Merci. Je pense que tu as déjà dit beaucoup de notions, c'est très dense, il y a des phrases à méditer, sans jeu de mots, puisque ton prénom commence. Et qu'est-ce que tu gardes comme si tu devais choisir les 3 mots-clés, quels seraient les 3 mots que tu gardes? Le double regard, la transparence et l'océan? l'océan, oui, mais ça c'est un peu délicat parce qu'entre ce que j'ai intégré et ce que tu m'apportes, tu vois, là, Moi, j'aurais dit l'océan, parce que ça me parle beaucoup, cette image. Sincérité. Et comme toi, je ne sais pas le 3e mot. L'unité, l'unicité me parle beaucoup aussi, l'impersonnel. L'effacement, ouais. L'effacement de l'ego. Et la fréquence, c'est-à-dire que lors de nos interviews, moi je sens, je suis dans une belle fréquence de silence quand je t'écoute et c'est très bon comme ressenti. C'est une belle résonance c'est le miroir. Hein. Moi aussi, je ressens cette fréquence. Et dès l'instant où on a fait l'interview, juste quelques secondes avant, et maintenant, je vois la différence, tu vois. C'est automatiquement, il y a c'est là où on voit qu'on est une seule âme, comme une seule âme. C'est que ça, tu vois, les récepteurs, ils sont pas, ils sont là maintenant. On fabrique des récepteurs comme ça. Dans ces échanges-là, c'est ces échanges qui font que on fabrique nos récepteurs et du coup, on intègre d'autres informations qu'on n'avait pas intégrées avant. Et c'est
cette façon d'observer les choses qui est la vie elle-même. Parce que ça change à chaque instant. Mais c'est beau. Ce serait ennuyant sinon. Et ce ne serait pas infini et éternel. Donc, c'est ça l'amour. Le véritable amour, c'est ça. C'est ce mouvement de varier avec les variables et de tenir la constante. Et là, il y a tout dedans. Je vais te partager une expérience. On a fait une rencontre qu'on a appelée la vie des maîtres entre personnes qui ont cette conscience de l'unité, de la transcendance, mais au-delà des outils, c'est-à-dire d'horizons variés, non pas autour de l'approche matricielle ou autour de pratiques qui, moi, m'ont nourri depuis un certain temps, variés. Et vraiment, on a contacté cette fréquence d'amour, de silence, de reliance merveilleuse. Et pour autant, on a été boire, on pouvait aller boire l'apéro, on va dire, pourquoi pas même certains une bière ou manger trop, un gros gâteau au chocolat, etc. Et cette fréquence reste. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est-à-dire qu'avant, il y avait un côté de moi qui disait faut que je fasse attention à moi, il ne faut pas que je rigole trop fort, il ne faut pas que je sois dans l'inconscience, il ne faut pas que je mange trop, parce qu'il faut garder la fréquence. Alors, c'est un côté vrai, hein. Je ne dis pas qu'il faut non plus être dans la débauche. Mais là, ce que moi j'ai appris, c'est qu'en fait, quand il y a cette désidentification du corps, eh ben, la fréquence, elle est quoi que le corps fasse. Et ça, moi, ça m'a libérée, ça m'a fait un bien fou, en fait. De voir qu'on pouvait justement être dans les variables et de profiter de cette vie. Et comme dit, c'est Maharishi Mahesh Yogi qui dit 100% de la transcendance, je crois, et 100% du plaisir. Enfin, il y a quelque chose où moi, j'ai découvert que je pouvais vraiment être dans le plaisir tout en gardant la transcendance. Et c'est ça que j'ai envie de célébrer avec toi, en fait. Bah oui, mais tu sais, en fait, j'ai eu cette expérience aussi. Et pareil, je faisais même une expérience où je me serais culpabilisé de l'avoir fait. Si j'étais pas dans cette fréquence, je dis non, c'est mal, il faut pas le faire, c'est pas bien. Et en fait, je me suis rendu compte que dans cette transcendance, en fait, il n'y a que la transcendance en réalité. Eh bien, il n'y a pas de bien et de mal, il y a les deux. Et au contraire, il y a le plaisir avec un grand P, c'est-à-dire le plaisir au-delà du plaisir et des plaisirs. C'est la joie, comme dit Alice souvent, sans objet. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de juger, oui, si ce que j'ai fait, c'est bien ou pas bien. Non, ça surgit. Et c'est là où le plaisir est d'autant plus grand, puisqu'en fait, on profite de la vie à 100%, mais sans s'attacher à une variable. Et c'est ça la clé, c'est-à-dire que dès l'instant où tu veux reproduire la même expérience et rester avec la même variable, la constante, tu prends la variable pour une constante. Et c'est ça qui fait que on a l'impression de croire qu'on perd ou qu'on est déconnecté de la fréquence, de la transcendance, alors qu'elle est tellement subtile, tellement rapide et tellement immobile au-delà de tout ce qu'on peut décrire, qu'elle est tout le temps là, en fait. À l'instant même où on parle, quoi qu'on fasse, elle ne juge rien. Et donc, et c'est notre véritable essence. Et réaliser ça, c'est le but même, je pense. La finalité même de la vie, c'est de réaliser ce cadeau magnifique qui nous est offert à chaque instant. Si ce n'est pas de l'amour, ce cadeau-là, c'est... Merci, Mehdi. Merci à toi. Un énorme plaisir et une grande joie de partager avec toi. Partager, réciproque. Donc, si
vous avez envie en fait d'être accompagné sur ce chemin, moi je propose des accompagnements et vous retrouverez toutes les informations sous cette vidéo sur mon site Souffle Quantique. Et si cette vidéo vous a plu, bien merci de penser à la partager. Et Mehdi, toi, est-ce qu'on peut te retrouver d'une manière ou d'une autre? Oui, on peut me joindre par mail. Je peux laisser mon mail. Alors, c'est mehdi.belmati, mehdi.belm2ati, @gmail.com. Et si vous voulez me poser des questions, m'appeler, je suis très ouvert à tout type de questions. Même la dernière fois, j'ai eu quelques personnes qui m'ont contacté par Facebook ou Instagram. Donc, voilà, je suis Donc, sur les réseaux. ton Facebook et Non. Instagram, c'est à ton nom? Oui, c'est toujours Mehdi Belmati. D'accord, très bien. MEHDI, BELM2ATI. Donc, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram Très bien. et par mail aussi. Voilà. Voilà, et si effectivement, si vous voulez nous poser des questions l'un ou l'autre, on sera ravis de poursuivre ces entretiens et d'y répondre Avec avec grand beaucoup de plaisir, joie Caroline. partagée. Merci beaucoup. Merci.